Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le commandant militaire de la province de Liège, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de Suisse, Monsieur le président du tribunal de première instance, Mesdames les hauts magistrats émérites, Monsieur le premier conseiller d'ambassade, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le premier échevin, Messieurs les consuls honoraires, Messieurs l'administrateur honoraire, Messieurs les vice-recteurs honoraires, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de l'Université de Liège et de l'Académie universitaire Wallonie-Europe, Monsieur le vice-recteur, Monsieur l'administrateur, Madame la directrice générale, Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs les vice-doyens, Madame la secrétaire du conseil académique et présidente du conseil du doctorat, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je suis vraiment très heureux de présider une fois de plus cette cérémonie académique qui me tient et nous tient particulièrement à cœur. En effet, nous célébrons aujourd'hui une des missions de notre université qui nous est si chère, si spécifique et qui nous réunit tous et toutes, la recherche. Comme les années précédentes, nous avons souhaité honorer côte à côte, d'une part, des chercheurs de réputation internationale en leur attribuant le titre et les insignes de docteur honoris causa de notre université et d'autre part, nos jeunes docteurs, à savoir celles et ceux qui, durant l'année écoulée, ont décroché un diplôme de docteur avec thèse. En rapprochant ainsi, à travers une même cérémonie, des chercheurs et professeurs reconnus pour leurs travaux et leur rapport à la connaissance, à la culture, et des néophytes de l'autre côté, qui viennent de démontrer leur souhait de rejoindre le cercle des passionnés du savoir et de la découverte. En ce faisant, nous avons voulu créer un lien, certes symbolique, mais un lien fort entre des chercheurs confirmés et ceux en qui nous avons décidé de croire. Cette cérémonie est ainsi l'occasion de mettre en lumière l'importance des liens entre les générations. Car l'université est par définition le lieu où cohabitent des générations, où se croisent des parcours de vie singuliers, où la transmission et la solidarité donnent tout leur sens à ces missions. Nous allons donc avoir le plaisir, dans un instant, d'accueillir le fruit de cette solidarité, le fruit de la transmission, à savoir le cortège des nouveaux docteurs avec thèse de l'Université de Liège, accompagnés de leurs doyens respectifs. Je vous remercie tous pour votre présence et vous souhaite une excellente cérémonie. Merci. C'est un plaisir pour toute notre communauté universitaire de coupler la cérémonie des docteurs avec thèse et des docteurs honoris causa. Nous sommes très attachés à cette cérémonie. Elle symbolise à elle seule ce qui a conduit beaucoup parmi vous dans cet auditoire: l'envie et le besoin d'apprendre et de transmettre. Je me réjouis de poursuivre cette initiative prise par mon prédécesseur il y a 8 ans déjà. Nous allons mettre à l'honneur 277 diplômés docteurs représentant 44 nationalités et regroupés en 29 collèges de doctorat. L'Université de Liège est en effet une université internationale qui couvre l'ensemble des domaines de recherche, que ce soit en sciences et techniques, en sciences de la santé ou en sciences humaines et sociales. Parmi ces diplômés qui ont défendu leur thèse entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, 45% sont des femmes. Pour rappel, en 2008, nous en étions encore à 37%. Je ne peux que m'en réjouir. Il s'agit là du résultat de mesures que nous avons mises en place pour lever certains freins systématiques à la réalisation d'un doctorat. Elles devront être complétées par d'autres mesures qui, plus globalement, s'attaqueront à la précarisation grandissante du personnel scientifique. 103 docteurs ont pu nous rejoindre, accompagnés de leurs familles.
Mesdames et messieurs les parents, mesdames et messieurs les frères et sœurs, mesdames et messieurs les époux, épouses, compagnes et compagnons, sans oublier les enfants qui parfois égayent cette cérémonie de leur rire, de leurs cris, c'est déjà fait. Je me réjouis de vous voir aussi nombreux dans cette salle. Votre présence témoigne de votre indéfectible soutien. Nous savons très bien ce qu'ont pu représenter pour vous toutes ces années. Votre soutien a été essentiel. Et au nom de l'université, je voudrais vraiment vous adresser tous mes remerciements les plus chaleureux. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre, j'aimerais rappeler qu'un de vos doctorants donnerait tout pour être parmi vous aujourd'hui. Hamid Babaï, depuis maintenant 4 ans et 7 mois, Hamid est emprisonné dans son pays pour avoir refusé d'espionner des étudiants iraniens en Belgique. Inlassablement, à chaque cérémonie académique, je mets un point d'honneur à rappeler que parfois, dans certains pays, chercher à connaître peut être dangereux. Et nous ne pourrons jamais l'admettre. Hamid, nous ne t'oublions pas. Nous allons aussi décerner le titre de docteur honoris causa, la plus haute distinction qu'une université puisse conférer à 11 personnalités du monde scientifique international. Nous allons mettre à l'honneur ceux et celles qui sont arrivés au plus haut de nos formations et ceux que notre communauté académique reconnaît comme des maîtres incontestés dans leurs disciplines respectives. Et je vais inviter maintenant, là je prends un peu son rôle, mais elle ne peut pas s'inviter elle-même, la présidente du conseil du doctorat, le professeur Jean-Sian Hasbrouck, à vous adresser quelques mots. Merci. Merci, Monsieur le Recteur. Cher docteur, vous voilà diplômé docteur de l'Université de Liège. Toutes mes félicitations. Comme Monsieur le Recteur l'a déjà dit, vous êtes 277 à être mis à l'honneur aujourd'hui. Et grâce à Radius, alors pour les non-initiés, Radius est la cellule interne de récolte et d'analyse des données et informations à utilité stratégique. Donc, grâce à Radius, votre promotion peut être détaillée sous toutes ses coutures. Et la cellule communication nous a d'ailleurs préparé une vidéo quiz sur ce thème. Alors, Monsieur le Recteur a un peu triché, vous a déjà donné quelques réponses, mais néanmoins, mesdames et messieurs, chers collègues, préparez vos estimations pour comparer votre intuition à la réalité lors de la projection de cette vidéo qui abordera des questions diverses et variées, comme répartition homme-femme entre les docteurs. Vous avez déjà la réponse, essayez de vous en souvenir. Quelle est la durée moyenne des thèses défendues en 2017 ? Alors, si je peux me permettre une petite parenthèse en tant que statisticienne, j'aurais préféré qu'on parle de la durée médiane, parce que la moyenne, avec cette queue de distribution tout à fait dissymétrique, elle est un peu perturbée. Mais c'est un détail, passons. Revenons à nos moutons. Quelle est la répartition des thèses en fonction des secteurs de recherche ? Combien de docteurs ont contribué quotidiennement à la saturation des parkings au Sartillement ? Je vous le demande. Combien de tasses de café par jour ont-ils bu en moyenne lors de la phase critique de leur rédaction de thèse? Allez, j'exagère, la cellule Radius n'est quand même pas Big Brother. Mais néanmoins, chère audience, à la fin de cette séance, vous saurez tout sur le contingent 2017 des docteurs diplômés de l'Université de Liège, la promotion du bicentenaire. Mais, cher docteur, vous allez me dire qu'à ce stade-ci de votre parcours, après cette parenthèse doctorale, c'est votre avenir professionnel qui vous préoccupe. Et donc, finalement, ces statistiques tournées vers le passé, ce n'est pas celles-là qui vous intéressent. Ce qui vous intéresse, c'est des statistiques qui se projettent vers le futur, des statistiques qui décrivent les trajectoires professionnelles des cohortes précédentes, avec pourquoi pas des probabilités d'occurrence attachées à chacune de ces trajectoires. Quel est en effet le taux d'employabilité des docteurs issus de l'Université de Liège? Dans quel secteur sont-ils actifs?
Quelle est la durée moyenne d'un postdoc à l'étranger avant d'espérer pouvoir se stabiliser sur un poste à responsabilité? Ce sont ça les questions qui vous intéressent à l'heure actuelle. Et là, malheureusement, l'Université de Liège n'a que des statistiques très partielles. Alors, je vous rassure, les autres universités n'en ont pas des beaucoup plus étoffées. Ça devrait s'améliorer à relativement court terme, puisqu'un projet de création d'un observatoire des carrières scientifiques est en cours de discussion au niveau interuniversitaire à l'initiative du cabinet du ministre Marcourt. Cet observatoire aura notamment pour mission le suivi des carrières professionnelles des docteurs diplômés dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, chers docteurs, permettez-moi de profiter de l'occasion, puisque je vous ai là sous la main, pour vous demander de réserver un accueil chaleureux à ces enquêtes que cet observatoire ne va pas manquer de vous envoyer. Et ainsi, avec vos réponses, lors des prochaines cérémonies de mise à l'honneur des docteurs, nous aurons la possibilité de donner quelques informations un peu plus concrètes sur le marché de l'emploi des docteurs. Mais donc, en attendant d'avoir de vos nouvelles par notamment ces enquêtes, l'Université de Liège vous souhaite une carrière passionnante et valorisante, combinée à une vie personnelle et familiale telle que vous la rêvez. Je vous remercie. J'ai travaillé sur les stratégies identitaires de francophones vivant en Flandre et de néerlandophones vivant en Wallonie. Le thème de ma thèse, c'est la microfluidique des gouttes. Le sujet de ma thèse était l'étude de Louis van der Swelmen, qui normalement est connu comme le père des cités-jardins de l'urbanisme de la Belgique. J'ai fait une thèse en mathématiques appliquées, principalement sur l'application d'un outil mathématique qu'on appelle les ondelettes sur des séries temporelles climatiques. C'était super. Ça a été 4 ans où vraiment je me suis bien amusée, vraiment. La première publi s'est fait longtemps attendre, ça c'est un peu la première pression. J'ai vécu vraiment une très belle expérience, en particulier à l'université. Être payé pour étudier et apprendre, c'est quand même magnifique. J'ai travaillé sur la politique de recherche scientifique en Flandre et en Wallonie. Ma thèse consistait à travailler avec les patients en état de conscience altéré chronique en utilisant des mesures d'électrophysiologie. Ma thèse porte sur le thème du transport intermodal de marchandises. J'ai fait une thèse en sciences agronomiques sur la thématique de l'agriculture de précision. J'ai le projet de faire une monographie, donc un livre à partir du manuscrit de la thèse. Donc l'idée c'est de transformer les résultats de ma thèse en un produit commercialisable. Pour le moment, moi je suis toujours en train d'analyser des données que j'ai acquises pendant mon doctorat. J'effectue un post-doctorat au sein de la faculté des sciences appliquées, toujours dans le domaine du transport, mais plutôt du transport de passagers et au niveau plus spécifiquement du transport transfrontalier de passagers. Il y a toujours des données qui sont encore générées actuellement venant d'autres pays, autres que la Belgique, qui utilisent la même méthode que j'ai utilisée lors de ma thèse en Belgique. J'ai réalisé une thèse en immunologie et vaccinologie vétérinaire. Ma thèse porte sur l'état cérébral au repos. J'ai fait une thèse sur la construction du discours du nationalisme flamand à travers la musique en comparaison avec la même question mais étudiée en Italie du Sud. Et énormément d'aptitudes et de compétences, je dirais plutôt transversales. La manière de faire un projet, de mener un projet jusqu'au bout. Puis alors ça permet de nouer beaucoup de contacts à travers le monde parce qu'on fait des voyages, on va à des conférences. C'était très très enrichissant sur le plan humain. Plein de choses. Voilà, nous démarrons maintenant la partie académique avec la proclamation des docteurs. Et donc nous allons procéder dans l'ordre de création des facultés. Et donc j'appelle tout d'abord le professeur Louis Gerekens, doyen de la faculté de philosophie et lettres.
Bonjour, j'ai donc le plaisir de proclamer, mesdames et messieurs, Fanny Barnabé, Alix Dassargue, Laetitia Demey de France, Christophe Donny, Jérôme François, Vincent Genin, Jean-Gilles Loïs, Claudia Marconato d'Italie, Loris Noturni, Alaya Palamidis de Grèce, Alessandro Rizzo d'Italie, Anne-Catherine Schmitt de France, Nathalie Sojic et Pascal Touyoubahe du Burundi. J'invite maintenant le professeur Anne-Laurence Durvio, vice-doyen de la faculté de droit, sciences politiques et criminologie. Mesdames, Messieurs, j'ai l'immense plaisir de proclamer Roman Aïdoudou, le désormais célèbre Nathan Charlier, Aldris Djakpo, Hélène du Bénin, Hélène Angbert, Stella Konachieva de Bulgarie, M. Benoît Lagasse et M. Bénédicte Roskam. C'est maintenant au tour de la faculté des sciences et j'invite le doyen, le professeur Pascal Poncin. Bonjour à toutes et tous. Toutes mes félicitations aux 64 docteurs de la faculté des sciences. Alors, allons-y. Adrien André, France. Joao Avalas Rezende, Portugal. Dorian Baguette. Annen Belghiti, Tunisie. Karim Blibek, Algérie. Christophe Breuer. Jérémy Brisebois. Laure Broé. Gaël Bulgen. Martin Canter. Glenn Carrois. Constantin Cazorla. Eysun Seting Yurek, Turquie. Alice Kransveld. Thomas de Fils. Ludovic Delchambre. Adrien de Liège. Jérémy de Marteau, Maxime de Vogel, Julien Echterbil, Grégory X, Hachim El Boudour El Idrissi, Nick Keder Estrada Orozco, Boris Filou, France, Marie Fontaine, Laura Gastic, Isa Garba, Niger, Carlos Alberto Gomez González, Colombie, Séverine Goscinny, Muhammad Gulfam, Pakistan, Hanet Hamdi, Tunisie, Zelsko Djelik, Bosnie-Herzégovine, Marine Joris, Claude Karegeya, Rwanda, Mahamadou Salifou Karimou Barké, Niger, Stéphanie Klejke, Grand-Duché du Luxembourg, Eysegul Begum Kokak, Turquie, Sarah Lebrun, Ulysse Lefebvre, Marta Maciejewska, Pologne, Laurent Maquet, Lindsay Marion, Philippe Massonnet, Kevin Mathieu, Ngang Diang Nguyen, Vietnam, Olagoke Aurélien Olissan, Bénin, Benjamin Palmart, Nagaraj Patil, Inde, Rui Ao Kiu, Chine, Batabil Ramalapa, Afrique du Sud, Françoise Rogue, Justine Renaud, Fleur Roland, Saïdou Santi, Burkina Faso, Damien Sluismans, Igor Stelmach, Pessi, Brésil, Djirestima, Cameroun, Almazbek Torgoyev, Kyrgyzstan, Caroline Toussaint, Franck Trollier, France, Edwige van der Heyden, Maud van der Reyken, Florian Weyer et Thomas Windhausen. Félicitations.
200 Je dirais 120. Je dirais entre 250 et 300. Alors j'espère 50-50, mais je suppose que c'est pas le cas. 50-50. Allez, dans mon département, on était beaucoup de femmes, mais bon, je vais dire que peut-être 55% de femmes et 45% d'hommes. C'est l'inverse? Ah ouais. Une trentaine? Une cinquantaine? 20? 12 au hasard. 44. Ah ouais, ok. 40%? 50? 60? Non, 55. 80% de Belges, 20% de non-Belges. 80%? Ah oui, seulement. J'aurais dit 20% hors Europe. À mon avis, il y a plus de non-Europe. Je dirais qu'il y a un peu plus d'Européens, 70% d'Européens. Moi-même j'en fais partie, donc ça ne doit pas être si anodin. 40% en anglais? Je dirais 75%. En anglais, je dirais quand même 90-95%. Seulement? Ah bon, d'accord, je suis le premier surpris. Allemand, néerlandais? Espagnol, chinois? Le latin, non. 60%? 70%. Sachant qu'il y a une grande diversité aussi des doctorants à l'ULG, je dirais 33%. Sciences humaines et sociales, c'est le moins. Peut-être 20% pour sciences humaines et 40% pour chacun des deux autres? Non, on va dire 30% sciences, 40% sciences de la santé et 30% sciences humaines. Moi, il m'a fallu 3 ans et demi, entre 3 ans et demi et 4 ans. 5? 5 ans. C'est pas juste parce qu'on se compare à soi-même. Donc 5 ans. Donc au total, pour les 272, pouf 2000 références? 500? 3000? 6000? 2500. Ah bon, ok. Voilà, nous reprenons maintenant avec les facultés et j'appelle le professeur Vincent Doriot, doyen de la faculté de médecine. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je suis désolé, mais j'ai une petite extinction de voix. J'espère que j'arriverai au bout dans la proclamation de ces très nombreux docteurs issus de la faculté de médecine de ces 6 départements et citoyens du monde. Alors, Jorge Andrés Arrubla Martinez, Virginie Bettonville, Gwenaëlle Baudard, Olivier Baudard, Angélique Bourboum, Anne-Lise Bordignon de France, Fanny Buckings, Brunella Costanza d'Italie, Cécile Coste, France, Céline Delierneux, Sophie Demarche, Laura Dupont, Nadine Dupuis, Florence Durieux, Tatiana Fetweis, Gilles Francelet, Julien Guillot, Sylvain Hansen, Vincent Hélier de France, Élodie Hendrix, Céline Hendrix, Yang Wang de Chine, Irina Ioana Yelsiu, Roumanie, Marc Jamoul, Ritul Karim, Bangladesh, Céline Kempeners, Marc Gilbert Lagny, Catherine Legrand, Mathieu Lempereur, Anne-Laure Lenoir, Jacques Lofanjola
Massoum Boukourou, j'espère qu'il se reconnaîtra, Paulin Moutoualé Kapepula, Congo, Loran Netchakovic, Xavier Pepermans, Aude Pestio, Barbara Polez, Yulia Potorak, Roumanie, Nicolas Sauvageau, France, Olesia Teisa Chevcook, Nouvelle-Zélande, Coraline Simon, et puis, il y en a encore une dizaine là. Mais... Alors, Sylvie Strel, Sylvia Tillens, Pascal Tshisekedi Chibangu, République démocratique du Congo, Hernan Valdez Socine, lui vient d'Argentine, Maureen Van de Velde, Dorien, Vaned, Sarah Wanet, Stéphane Wenrick, Anderson Winkler, Allemagne, Cassandre Yip. Et vous voyez comme quoi la faculté de médecine s'adapte toujours à tout. Il y a toujours une solution à chacun des problèmes, quoi qu'il en soit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez de la part de cette faculté toutes nos félicitations pour arriver au bout de ces travaux qui ont été sûrement, pour chacun d'entre vous, remarquables. Nous passons maintenant à la faculté des sciences appliquées. J'appelle le professeur Pierre Wolper, doyen de cette faculté. Mesdames, Messieurs, j'ai donc le plaisir de proclamer les docteurs avec thèse diplômés de la faculté des sciences appliquées. Il s'agit de Tristan Assay, France, Martin Brué, Michael Castronovo, Kritsadakod Shamshumpu, Thaïlande, Vincent Claude, France, Bartolomeo Coppola, Italie, Simon Delvoye, Florence de Walck, Deye Maguette Dieng, Sénégal, Gaël Dumont, Antonella Bianca Francavilla, Italie, Vincent François Lavet, Emeline Georges, Benjamin Grelier, France, Ludovic Guillaume, Amandine Guissard, Alexandre Albach, Sayedeh Neda Hachemi, Iran, Vinh Huong Trong, Vietnam, Lina Omsi, Syrie, Thomas Oyou, Simon Jacques, Arnaud Joly, Géraldine Léonard, Varun Manhas, Inde, Julien Osmalski, Yannick Paquet, Chandra Shekhar Prasad, Inde, Sylvie Reginster, Ismail Saadi, Anna Soka, Roumanie, Hamid Soleimani Bidgoli, Iran, Felicity Louise Thomas, Nouvelle-Zélande, Stéphanie Van Loo, Laurent Ouera et Anthony Zubior. Félicitations à tous et à toutes. C'est maintenant au tour de la faculté de médecine vétérinaire et nous avons le professeur Georges Daube, doyen de cette faculté, qui va venir proclamer. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que j'ai le grand plaisir de mettre à l'honneur les docteurs de la faculté de médecine vétérinaire qui sont cette année au nombre de 19. Il s'agit de Nidal Al-Zamel de Syrie, Maria Natalia Aznar d'Argentine, Annelise Chabert de France, Caroline Douni, Michael Dourcy, Chris Gomeren, Xavier Libert, Luis Mendoza Garcia d'Espagne, Thierry Nesseim du Sénégal, Kien Kuang Nguyen du Vietnam, Catherine Sabatel, Alexandra Salsicia, Mohamed Kir Sheikh Al-Souk de Syrie, Seyni Sido du Niger, Bachir Souley Kouato du Niger, Kizito Tindano du Burkina Faso, Céline Tonus, Catherine Van Sock et Caroline Zeipend
Félicitations à tous. Alors la question de la thèse aujourd'hui, c'est l'humanisation des soins, particulièrement dans le milieu pédiatrique. Le fait de faire une thèse de doctorat, ça m'a permis d'aller à l'étranger, dans des conférences internationales. Je travaille dans le domaine des aliments fonctionnels ou aliments santé. Alors ma thèse avait pour sujet le développement de nouvelles fibres prébiotiques, donc qui sont des aliments santé. Donc on a réussi à développer tout un produit et de pouvoir en fait en faire un produit qui est commercialisable avec des effets sur la santé et à la fois une faisabilité industrielle. Suite à ma thèse de doctorat et puis après le projet First Spin-off, j'ai fait énormément de formations, donc des masters complémentaires en gestion de l'innovation, gestion de la créativité, etc. Et donc ça m'a donné tout un bagage qui me permettait d'être à la fois une développeuse économique et à la fois une scientifique. Et donc maintenant au niveau du Smart Gastronomy Lab, on a principalement 3 types d'activités. La première c'est la sensibilisation, donc pouvoir amener le consommateur à vouloir faire de l'innovation alimentaire. En le formant, etc. Deuxième activité, c'est la recherche, donc vraiment faire de la recherche pure et dure, comme je l'ai fait au cours de ma thèse. Et puis la troisième, c'est le développement économique, donc c'est de pouvoir être un lieu où des porteurs de projets ou des entreprises viennent développer des nouveaux produits avec tous les experts qui tournent autour du laboratoire. En 2009, j'ai défendu une thèse dont le titre était l'humanisation des soins, les perspectives, les enjeux de cette démarche, de ce mouvement dans un milieu pédiatrique. Alors 10 ans après, je suis toujours dans la même institution et la thèse a pu bénéficier d'une intégration vraiment en profondeur, des outils qui ont été créés, qui ont été réfléchis, qui ont été mis en application durant la thèse et l'institution s'est réappropriée ces outils. Les marionnettes médicales que nous avions fait venir du Canada en son temps ont déjà 20 ans. La thèse a mis en évidence l'importance de créer des dispositifs et des espaces particuliers pour que les enfants comprennent et développent des ressources pour faire face à ce qu'il arrive à l'hôpital. Elles sont utilisées dans le parcours préopératoire des enfants et il faut savoir que puisque nous envoyons plus ou moins 1000 par an, ça fait déjà 21 000 enfants que cet outil a permis de préparer. L'objet de ma thèse était focalisé sur l'analyse de la dynamique des vibrations non linéaires. Et donc en particulier, j'avais pour objectif de mettre en place une méthodologie qui permettait de concevoir de manière intelligente un amortisseur dynamique non linéaire. Je pense qu'il en reste pas mal au niveau du service universitaire dans lequel je l'ai réalisé, puisqu'il y a pas mal de travaux qui ont été menés par la suite et qui sont toujours en cours de réalisation. Donc je pense qu'elle a servi de base pour d'autres. Alors de mon côté, il n'en reste pas énormément de choses dans la mesure où ce n'est pas les éléments que j'utilise au jour le jour, mais il m'en reste beaucoup en termes de savoir-être et dans la manière de communiquer également. Donc la thèse est effectivement un très bon point de départ pour la carrière professionnelle parce qu'elle vous donne les acquis techniques qui sont nécessaires pour démarrer et en même temps, sur le côté, elle vous donne toute une série de compétences plutôt soft skills qui sont impératives dans le milieu industriel. Dernière ligne droite dans les proclamations. Nous passons à la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation et j'appelle le professeur Étienne Kertemont, doyen de la faculté. Mesdames, Messieurs, j'ai le grand plaisir d'appeler les nouveaux docteurs de la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation. Ils sont moins nombreux mais particulièrement méritants. Et donc, j'ai le plaisir d'appeler Isabelle Demonty, Virginie Dupont, Mégane Fresson, Simon Goret,
Manon Marquet, Jessica Simon, Lorenz van Kalster, Marie van der Hagen et Aurélie Wagner. Félicitations à tous. C'est maintenant au tour de HEC École de Gestion et j'invite le professeur Wilfried Nissen, doyen de la faculté, à me rejoindre. Mesdames et messieurs, c'est avec un très grand plaisir et une grande fierté que je vais proclamer les nouveaux docteurs de HEC, l'école de gestion de l'université. Il s'agit de Thomas Boens, de Nabila Boussaïd de Tunisie, Sébastien Bros, Anaïs Grétry, Nadège Lorquet, Amélie Mernier, Martine Mostert, Kofi Kindry de Côte d'Ivoire, Célia Paquet, Julien Poncelet, Jean-Pierre Segers, Sassiemike Abdul Kader Soma du Burkina Faso, Jonas Michael Teusch d'Allemagne et Leif Van Nuys. Nous passons maintenant à la faculté de sciences sociales et j'appelle Frédéric Schoenaerts, doyen de la faculté, à venir proclamer ses docteurs. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de proclamer les docteurs de la faculté des sciences sociales, Gérard Amougou, Cameroun, Joséphine Bastard, France, Baptiste de Thiers, Hervé Bonaventure Metomacé Benaou du Bénin, Alessandro Mazzola, Italie, Germain Meulemans, Marie Schnitzler, Abou Bakri Sow et Maria Vivas Romero du Venezuela. Toutes mes félicitations. C'est maintenant au tour de M. Frédéric Francy, doyen de Jean Blou Agrobiotech, à venir proclamer. Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter les 53 diplômés de la famille Jean Bloutoise du Liège, donc de la faculté des sciences agronomiques de Jean Blou Agrobiotech. Marie André, Ludovic Andrés, Andrea Massinoro, Lailana Erinana, Andrea Mandroso, Madagascar. Mohamed Arba, Maroc. Sidonie Artu, France. Françoise Bafort. Sandrine Bayendi-Loudit, Gabon. Émilie Bosquet. Nadia Boudriès, Algérie. Antoine Boulis, France. Rudy Caparros Médigo. Nicolas Decoq. Florine de Grune, Boris de Lède, Sekbeji Armel Loïc Dangpegang, Bénin, Edgar Cédric Fabre Anguillet, Gabon, Germaine Fouraha Mirindi, Congo, Lili Gao, Chine, Chi Jiangqing Guo, Chine, Malik Amaïdia, France, Mélanie Arzé, Séverin Hatt, France, Pascal Venant Undungu Ugbo, Bénin, Di Jin, Chine, Xiangqiang Kong, Chine, Miklos Lakzik, Hongrie, Nicolas Latte, Gilles Leclerc, Chi Liu, Chine, Qing Liu, Chine, Xingli Liu, Chine, Jian Liu, Chine, Antoine Marchal, Julie Morin-Riva, France, Hashan Mozaffar, Bangladesh, Édouard Mouzabangyangji, Rwanda, Satyanarayana Nilatour Srirama Reddy, Inde, Eugène Nyo Yangzima, Rwanda, Xiao Shuangpan, Chine, Nargish Parvin, Aman Paul, Inde, Rolf Flaviu Petrou, Roumanie, Firmin Sembung Lang, Cameroun, Bernard Stoumont, Yang Wei-sun, Chine, Roel Uiterbroek, Florence Van Stappen, Sylvie Van der Rik, Sophie Van der Meulen, Xuanxiao Wang, Chine, Qing Shuangshu, sorry, j'arriverai,
Shin Xuangyang Zhu Shin, parent Zilarwa Kulumingshi, Congo. Mais... Félicitations à tous, et venant de tout pays et de tout continent. Donc félicitations à tous. Et nous terminons avec la faculté d'architecture pour laquelle j'appelle le professeur Margot Sens. Mesdames et messieurs, la faculté d'architecture félicite et a le grand plaisir de mettre à l'honneur, et je peux dire tout particulièrement, Madame Maria Chiara Rapallo, qui vient d'Italie, qui malheureusement ne peut être présente, mais que vous avez vue à de nombreuses reprises dans la vidéo. Merci. Chers docteurs, bienvenue dans la communauté universitaire, bienvenue dans la communauté des docteurs de l'Université de Liège, pardon. Je vous applaudis. J'invite maintenant les docteurs honoris causa à nous rejoindre sur la chaire. Je vais vous inviter à vous installer. Et je passe la parole à Monsieur le recteur pour son discours. Qui peut encore l'ignorer? L'Université de Liège commémore son bicentenaire. Vous avez pu le constater, cette commémoration nous a offert à de nombreuses reprises l'occasion de nous plonger dans le passé pour parler du présent et nous tourner résolument vers l'avenir. C'était là l'occasion de parler de notre université, de son histoire riche de 2 siècles qui se sont écoulés et du rôle croissant qu'elle a joué et qu'elle joue toujours au cœur de la société. Et cela, même aux pires heures de son histoire. Vous le savez, fêter un bicentenaire ou un anniversaire d'une telle importance offre souvent l'occasion dans le monde universitaire d'un ouvrage, d'un liber memorialis qui rappelle les moments forts de son histoire. Et ce fut bel et bien le cas, puisque nos collègues Philippe Raxon et Véronica Grenata ont rédigé un très bel ouvrage intitulé « Université de Liège, mémoire et prospective ». Je ne puis évidemment que vous en conseiller la lecture. Dernièrement, un passage a particulièrement retenu mon attention, et cela après avoir entendu la présentation orale qu'en faisait Philippe Raxon. La Première Guerre mondiale, on s'en souviendra, débuta par la bataille de Liège du 5 au 6 août 1914. La ville fut bombardée. Plus d'un demi-millier de bâtiments furent détruits, des civils furent exécutés, des maisons brûlées, l'université dévastée. Liège paya un lourd tribut à la Grande Guerre. Pour les Liégeois, la période fut d'une extrême dureté. Mourir de faim n'était pas qu'une expression, mais bien une triste réalité que vivait une population aux abois. La Grande Guerre laissa Liège exsangue et un peuple à fleur de peau, transformant une colère sourde en cri de revanche, porté par de cruels souvenirs qui hanteront longtemps sa mémoire collective. Les plus anciens parmi nous se rappellent encore de l'effroi de leurs parents lors de la Seconde Guerre mondiale en 1940, parce que marqués au fer rouge de la peur 25 ans plus tôt. Une fois l'armistice signé, il fallut redresser le pays. Quelques années après la fin du conflit, un choix fut clairement posé pour nous relever.
celui d'emprunter la voie de la science. La Belgique affaiblie fit en effet le pari de la recherche, à travers notamment la création du Fonds national de la recherche scientifique en 1927. Le sort des nations qui négligent la science et les savants est marqué par la décadence. C'est ainsi que s'exprimait le roi Albert Ier lors de son célèbre discours de Serein, le 1er octobre 1927, discours qui donna son impulsion à la fondation du FNRS. Philippe Raxon retrace cette période et décrit l'impact de cette décision importante. Il écrit ceci. On mesure mal aujourd'hui l'importance du choix politique qui fut fait à cette époque, en faveur d'un secteur particulier de la société que l'on estimait vital pour le devenir de la nation, qui en était encore à penser ses plaies et qui ne comptait plus ses urgences prioritaires. Mais miser sur la science paraissait à cette génération d'hommes qui avaient connu la boue des tranchées, les horreurs de l'occupation, la meilleure manière de sortir du marasme et de consolider la société libre. Fin de citation. Des moyens importants furent dès lors octroyés au FNRS. Et la population comprit, malgré les souffrances, malgré les privations. Elle comprit qu'investir dans la recherche, c'était parier sur l'avenir. Elle comprit que la science et les chercheurs lui faisaient une promesse, celle du progrès. Par là, cette population signait un pacte avec les chercheurs, un pacte tacite que nous ne cessons de reconduire et qui nous engage par-delà le temps et par-delà les générations. Ce pacte, il nous invite à chercher, à continuer inlassablement à chercher, à découvrir, à faire preuve d'audace, de curiosité, à diffuser, à partager, à rendre vivants les savoirs que nous produisons en les retournant vers la cité, tel un contre-don, pour faire germer le progrès, et ce, au bénéfice de tous. Un siècle plus tard, alors que nous nous apprêtons à fêter dans quelques mois la fin de la Première Guerre mondiale, la situation est-elle différente? Les attentes à notre égard sont encore plus fortes, plus vives. Les citoyens attendent beaucoup de l'université. Ils attendent de l'enseignement, de la formation, de la diplomation, des connaissances pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Le monde des décideurs et des dirigeants nous demande de nous engager concrètement dans le développement de la région. Le monde social et culturel, la société civile attendent de l'université un positionnement fort. La communauté scientifique mondiale vient chercher dans notre institution les meilleurs partenaires pour mener des projets de recherche communs. Et nous-mêmes, nous faisons appel à travers nos collaborations aux plus grands esprits que nous recevons à Liège ou que nous célébrons pour leurs travaux, comme en ce moment à travers cette cérémonie de docteur honoris causa. Et pourtant, le contexte a certes bien changé, me direz-vous. La guerre n'est peut-être plus à nos portes, mais elle s'est déplacée et frappe ailleurs, tous les jours. Et nous tentons de garder grandes ouvertes ces mêmes portes, tant que la solidarité n'est pas une infraction. Les guerres, les crises, les bouleversements climatiques produisent leurs effets un peu partout dans un monde de plus en plus interconnecté. D'importantes mutations sont en cours. L'avènement d'une société du numérique et du big data auront sans conteste des répercussions importantes sur nos pratiques. Les transformations profondes des aspirations des nouvelles générations, les enjeux liés à la santé, au climat, les nouvelles formes de déplacement de population, les liens à nouer avec les villes et les territoires, l'évolution du paysage de l'enseignement supérieur, la disparition annoncée de nombreux métiers, ou encore le besoin du citoyen de retrouver une place au cœur des dynamiques de changement, seront autant de défis sociétaux qui, aujourd'hui, conduisent les chercheurs de notre institution à accompagner une nouvelle évolution de l'Université de Liège, comme elle a pu en connaître de nombreuses depuis son origine.
Plus que jamais, ce pacte tacite entre la recherche et là où les populations doit être réaffirmé, consolidé, relancé. C'est là une leçon que nous devons tirer d'une histoire riche et dense, une histoire interpellée tout au long de la célébration de notre bicentenaire. Cela suppose de réaffirmer notre spécificité universitaire dans le nouveau paysage de l'enseignement supérieur en Belgique, francophone. Cela demande de renforcer les moyens de la recherche, et plus particulièrement de la recherche fondamentale, sans qui la recherche appliquée ne serait que chimère. Les opportunités offertes par les programmes européens sont autant de sources importantes de financement. Mais la soumission de demandes de crédit et la rédaction de projets sont souvent des procédures très et trop complexes qui relèvent parfois du sacerdoce. Et le ciblage reste difficile pour les chercheurs ou leurs équipes. Cela demande dès lors de mobiliser davantage nos instances de recherche. Je pense à notre administration recherche et développement en collaboration avec l'interface, et de venir en appui aux chercheurs dans le montage de projets tout en rencontrant les réalités et les difficultés de terrain des chercheurs. Au niveau fédéral, vous le savez sans doute, 10 ans après la crise des subprimes, on nous annonce un vaste plan d'investissement national de plusieurs milliards d'euros. La Wallonie va suivre cet attelage en priorisant un investissement dans les infrastructures, la dépollution et l'assainissement des sols, le logement, les infrastructures, mais aussi la recherche, et plus particulièrement les infrastructures de recherche. Ces investissements seront-ils suffisants? Les conditions seront-elles réunies pour que les chercheurs de l'Université de Liège jouent leur rôle en toute sérénité? Tout comme les signataires de la carte blanche parue dans Le Soir le 9 mars dernier, je pense que non. Les chercheurs, et plus particulièrement les plus jeunes parmi eux, doivent pouvoir évoluer dans de meilleures conditions. Notre université, particulièrement active en matière de recherche, doit tout faire pour réunir ces conditions humaines, sociales, financières, logistiques, techniques, et faire en sorte que notre recherche puisse participer au développement de l'Université de Liège pour que ce pacte tacite, passé avec notre région et avec notre population, soit revivifié, assuré. Et il est primordial d'attirer sans cesse l'attention des politiques, de multiplier les interpellations en collaboration avec les autres universités. Chers docteurs, votre présence parmi nous atteste combien vos pas se posent dans le sillon tracé par toute une riche histoire dont nous pouvons être fiers. Une histoire avec ses blessures, avec ses moments de peine, mais aussi avec ses satisfactions et ses moments de joie. Vos pas nous montrent la direction, à nous de la suivre, de l'appuyer, de l'amplifier, de lui accorder notre attention, de lui consacrer nos efforts. Merci pour votre attention. Nous allons maintenant passer à la présentation de nos 11 personnalités mises à l'honneur dans l'ordre des facultés. Et je vais donc d'abord appeler Madame Allard pour la présentation du docteur honoris causa Monsieur Cavalaire de la faculté de philosophie et lettres. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et le grand honneur de vous présenter Ethan Matt Cavalaire, l'un des historiens de l'art les plus éminents et les plus influents de notre époque. Matt Cavalaire enseigne à l'Université de Toronto, où il dirige le prestigieux Center for Reformation and Renaissance Studies de la Victoria University. Spécialiste mondialement reconnu de l'art européen du XVIe siècle, il a non seulement renouvelé le regard porté sur des productions célèbres de cette époque, mais aussi favorisé la redécouverte d'innombrables trésors méconnus. Dans son abondante bibliographie, on peut pointer un ouvrage qui a fait date sur Bruegel. Bruegel, témoin d'une société
confronté à l'émergence d'une économie capitaliste, oui, déjà à cette époque, au XVIe siècle. Et on peut pointer aussi, et surtout, un ouvrage sur ce que le professeur Cavalleur a baptisé, non sans une pointe d'humour provocateur, le gothique de la Renaissance. Gothique de la Renaissance, ce concept aux allures d'oxymore, invite à reconsidérer l'art du XVIe siècle en l'affranchissant des cadres hérités d'une historiographie traditionnelle. Il conduit à réhabiliter des pans entiers de notre patrimoine tombés dans l'oubli ou négligés, mésestimés, y compris dans nos régions et en particulier à Liège, dont la floraison artistique au XVIe siècle est très à l'honneur dans les travaux du professeur Cavalleur. Plus généralement, ce concept de gothique de la Renaissance éclaire d'un jour nouveau toute l'histoire culturelle européenne. Matt Cavalleur a noué des contacts réguliers et amicaux avec des enseignants et chercheurs de notre institution. Il est pour eux une figure de référence qui incarne avec brio les ambitions d'une histoire de l'art véritablement universitaire, exigeante, pointue, combinant expertise et transversalité, revivifiée par son ouverture aux grands courants de la recherche actuelle en sciences humaines. Parce qu'en sa qualité d'historien de l'art, il illustre admirablement des valeurs essentielles à sauvegarder par-delà les incertitudes et les tumultes du temps présent. Parce qu'elle veut saluer ses exceptionnels mérites scientifiques et son talent, la faculté de philosophie et lettres a voulu que soit décerné au professeur Ethan Matt Cavalleur le titre de docteur honoris causa de l'Université de Liège. Nous passons maintenant à la faculté de droit, sciences politiques et criminologie et j'appelle Madame Fallon pour la présentation de Madame Jazanoff. Merci beaucoup. C'est un immense honneur pour moi, un grand plaisir de vous présenter la candidature au titre docteur honoris causa de la faculté de droit, sciences politiques et criminologie, à savoir le professeur Sheila Jazanoff, une personnalité particulièrement riche que la faculté a décidé d'honorer cette année. Le professeur Jazanoff est actuellement professeur à la Kennedy School of Government de l'Université de Harvard. Elle y dirige un programme de formation et de recherche internationale sur les rapports entre sciences, technologie et société. En fait, c'est l'actuel aboutissement d'un parcours particulièrement singulier. En effet, née en Inde, Sheila Jazanoff a étudié aux États-Unis les mathématiques, la chimie, pour obtenir un doctorat en linguistique à Harvard, avant d'y entreprendre des études de droit. Donc c'est doté d'un solide bagage non seulement interculturel, mais aussi interdisciplinaire, qu'elle a conduit sa caractère académique à la fois à l'université de Cornell et aujourd'hui à l'université de Harvard. Toujours vêtue de son sari, plaçant toujours le droit au cœur de sa réflexion sur les développements technologiques, elle a joué un rôle pionnier dans la structuration d'un domaine académique relativement récent, celui des Science and Technology Studies, STS pour les rares initiés. Ces approches méthodologiques empruntent autant à la science politique, à l'anthropologie, la sociologie des sciences, et le courant Law and Society américain.
Elle a consacré une grande partie de ses recherches effectivement au rapport entre science et droit. Comme en témoignent ses publications, je n'en citerai que deux qui me semblent emblématiques. Science at the Bar, Law, Science and Technology in America. Une analyse fouillée et critique des modalités de légitimation de l'expertise technique mobilisée par les pouvoirs publics en soutien aux décisions sanitaires et environnementales. Un second ouvrage que j'ai sélectionné, States of Knowledge, Co-Production of Science and Social Order, qui met en avant la proximité entre droit et science. Ce sont là deux puissants instruments de classification et de mise en ordre conceptuelle du monde qui déterminent la façon dont les individus, nous tous, pensent le monde et agissent pour le transformer. Autrement dit, ils façonnent l'ordre naturel et l'ordre social. À travers ces travaux, Sheila Jasanoff postule que droit et science sont coproduits. Le droit ne se contente pas de réglementer les activités scientifiques, ils s'influencent mutuellement. Depuis de nombreuses années, à travers sa présence dans ce courant de Science and Technology Studies, Sheila Jasanoff collabore avec notre faculté. Elle a participé, par exemple, à l'anniversaire des 25 ans du Centre de recherche Spirale. Et elle n'est malheureusement pas présente aujourd'hui, mais elle nous rendra visite en octobre 2018 et nous vous tiendrons au courant des activités organisées en son honneur à ce moment-là. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous demande de l'accueillir. Pour la faculté des sciences, j'appelle M. Gillon qui va nous présenter M. Mayor. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au XVIe siècle a commencé ce que l'on nomme la révolution copernicienne, un renversement total dans notre représentation de l'univers. Avant cela, la Terre était considérée comme le centre de tout. Cette vision géocentrique fut progressivement remise en question, tout d'abord par les idées de philosophes comme Copernic ou Bruno, puis par les observations d'astronomes comme Galilée ou Kepler, et enfin par le génial Newton et sa théorie de la gravitation. Ce que ces savants légendaires établirent, c'est que notre Terre est, à l'instar de Mars, Vénus et des autres planètes en orbite autour d'une étoile, le Soleil. Selon cette nouvelle vision de l'univers, les autres étoiles tapissant la voûte céleste devaient sans doute abriter, elles aussi, leur propre cortège de planètes en orbite autour d'elles. Mais encore fallait-il le démontrer. Cette touche finale à la révolution copernicienne se révéla extrêmement ardue et ne fut apportée que bien plus tard, il y a moins de 30 ans en fait, par l'astronome suisse que nous avons la chance d'honorer aujourd'hui, le professeur Michel Mayor. En 1995, il découvrit en effet la première planète en orbite autour d'une autre étoile similaire au Soleil. Ce résultat prodigieux ne fut en rien le fruit du hasard, mais bien celui d'un travail acharné s'étalant sur plus de 2 décennies. À sa suite, Michel Mayor, loin de se reposer sur ses lauriers, continua à engranger les détections de ces planètes extrasolaires, nommées aussi exoplanètes, et ce, à un rythme toujours plus soutenu. Il conçut notamment un instrument d'une précision inégalée, ARPS, qui permit la détection des premières exoplanètes similaires en masse à la Terre, et susceptibles, pour certaines, d'abriter la vie, nous rapprochant ainsi d'une réponse à la question de l'existence d'autres biosphères dans l'univers. Au vu de son apport essentiel à notre compréhension et à notre étude de l'univers, c'est donc un immense honneur pour l'Université de Liège de pouvoir ajouter aujourd'hui le professeur Michel Mayor à la liste de ses docteurs honoris causa. Merci.
J'appelle maintenant Monsieur Defreng pour la faculté de médecine qui va nous présenter Monsieur Eleftheriades. Mesdames, Messieurs, nous avons la chance d'accueillir en Namur aujourd'hui le professeur Eleftheriades de Yale, qui est un chirurgien cardiovasculaire de renommée internationale. Et c'est lui qui a notamment mis au point et popularisé et développé les techniques d'hypothermie profonde qui nous permettent aujourd'hui de réaliser avec sécurité des reconstructions vasculaires complexes alors que la circulation sanguine est interrompue, par exemple. Alors, ce n'est pas qu'un manuel. Et outre ses tâches académiques et cliniques, il a également mené des recherches en laboratoire sur la génétique et les mécanismes physiopathologiques qui conduisent à la rupture des anévrismes. Et il a fondé également l'Aortic Institute, une institution américaine qui prend en charge tous les aspects liés à la pathologie aortique et qui a également une renommée internationale. Sa carrière, elle est jalonnée de multiples prix scientifiques, tant pour ses mérites en recherche que dans l'enseignement et pour le mentorat des résidents. Alors ça, c'est pour le factuel. Mais il y a bien d'autres raisons pour lesquelles nous l'honorons aujourd'hui, parce qu'il incarne les valeurs que nous chérissons dans notre université. Outre ses innombrables publications scientifiques de haut niveau, il a publié également plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique. Le partage des connaissances et l'explication de la science pour le plus grand nombre font partie de ses valeurs. Il a également été désigné à plusieurs reprises parmi les 10 meilleurs médecins aux États-Unis. Avec les compétences professionnelles, pour obtenir cette distinction, il faut savoir faire preuve d'empathie et d'humanité envers ses patients. C'est aussi un humanisme. Il a publié un roman, un thriller dans l'éthique médicale. On a peine à le croire, mais ça existe. Et qui a été nominé pour le prix du meilleur roman au concours de l'Indai Book Award. Lorsque nous l'avons rencontré, développé des projets de recherche, organisé des congrès ensemble, nous avons découvert un homme dont l'aura et le prestige n'estompaient ni la simplicité, ni l'humilité, ni le respect de ses interlocuteurs, quel que soit leur niveau. Rigueur et exigence scientifique, compétences professionnelles pointues, enseignement de qualité, humanisme, citoyenneté et respect, autant de qualités qui nous rendent fiers de pouvoir l'honorer aujourd'hui. C'est au tour de la faculté des sciences appliquées. J'appelle Monsieur Demonceau pour nous présenter Monsieur Da Silva. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un titre de docteur honoris causa de l'Université de Liège se doit de récompenser l'excellence et l'accomplissement d'une carrière en tout point exemplaire. C'est dans cet esprit que la cellule construction métallique et mixte, représentée par le professeur Jean-Pierre Jaspard et moi-même, a proposé à l'Université de Liège de décerner le titre de docteur honoris causa au professeur Luís Simões da Silva de l'Université de Coimbra, au Portugal. Ce dernier, détenteur d'une thèse de l'Imperial College de Londres, a rapidement compris que le développement d'activités de recherche de haut niveau et d'un enseignement de grande qualité à Coimbra nécessitait la mise sur pied d'une équipe de recherche forte et d'un laboratoire performant totalement inexistant à Coimbra à cette époque. Il s'est ainsi rapidement entouré de ses meilleurs étudiants de son université et les a systématiquement envoyés se former dans les universités européennes de renom, dont Liège. Aujourd'hui, l'université de Coimbra est un pôle d'excellence incontournable et peu d'initiatives internationales, que ce soit en recherche, en enseignement ou en formation continuée, ne voient le jour sans que Luís Silva l'initie ou en soit un membre influent.
Il a par ailleurs bien perçu que c'est le niveau de la recherche et de l'enseignement au Portugal, tout entier, qu'il fallait élever et a toujours à cet égard veillé à associer d'autres universités portugaises à ses initiatives, positionnant ainsi, par son action, le Portugal comme un acteur clé du domaine de la construction en Europe. L'Université de Liège est depuis de nombreuses décennies internationalement reconnue dans le monde pour ses travaux en construction métallique. Les interactions avec Coimbra ont toujours été fructueuses et empreintes de considération mutuelle et d'amitié, sincères, tout au niveau des responsables que de leurs équipes. De nombreux projets futurs de collaboration sont en gestation entre les deux institutions. Dans ce cadre, proposer la candidature de Luis au titre de docteur honoris causa de notre institution apparaissait dès lors comme une évidence. Et nous sommes très heureux que cet insigne puisse lui être remis aujourd'hui. Pour la faculté de médecine vétérinaire, c'est M. Bureau qui va venir nous présenter M. Vivier. Bonjour à tous. C'est un immense plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui le professeur Éric Vivier. Le professeur Éric Vivier, vétérinaire de formation, est l'un des plus éminents immunologistes au monde. Il fut, lorsqu'il n'était que post-doctorant à Harvard, l'un des pionniers dans l'étude des cellules natural killer, ou cellules NK, qui, on le sait maintenant, jouent un rôle déterminant dans la destruction des cellules infectées et des cellules cancéreuses. Depuis sa carrière qu'il poursuit à Marseille, est jalonnée d'avancées majeures dans la compréhension de la fonction de ces cellules, mais également dans l'identification d'autres types cellulaires de la même famille. C'est ainsi qu'il a, par exemple, montré que la fonction tueuse des cellules NK pouvait être inhibée par des freins moléculaires que les cellules cancéreuses vont activer pour échapper à la destruction par les cellules NK. Cette observation l'a conduit à fonder une société qui développe des médicaments qui neutralisent ces freins moléculaires et qui précipitent donc la mise à mort des cellules cancéreuses. Le professeur Vivier est également l'un des trop rares théoriciens de sa discipline. Il est notamment l'un des pères de la théorie de la discontinuité qui explique comment le système immunitaire est amené à combattre ou bien à tolérer une particule étrangère. Je pourrais ajouter que le professeur Vivier a publié ses résultats scientifiques dans les plus prestigieux journaux, qu'il est l'un des immunologistes les plus cités au monde, qu'il est le plus jeune membre de l'Académie nationale de médecine de France, qu'il est aussi chevalier de la Légion d'honneur, mais voyons surtout en lui un homme passionné, créatif, audacieux, à la fois chercheur brillant, talentueux entrepreneur et captivant philosophe, que nous sommes très heureux de compter dès aujourd'hui parmi les membres d'honneur de notre université.
J'invite maintenant Madame Lafontaine de la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation pour nous présenter Madame Durubella. Professeure de sociologie à Sciences Po Paris, membre de l'Observatoire sociologique du changement, Marie Durubella est l'une des sociologues de langue française les plus réputées. Durant sa brillante carrière, elle a exploré la sociologie de l'école dans toutes ses dimensions, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, avec une attention constante pour les questions de justice et d'inégalité, inégalité de genre, inégalité sociale, comme l'illustrent les titres de ses principaux ouvrages, Sociologie de l'école, Le mérite contre la justice, L'inflation scolaire, les désillusions de la méritocratie, les inégalités sociales à l'école des filles, la tyrannie du genre. Plus récemment, depuis sa retraite, elle a élargi l'angle de vue et porté son regard sur les questions d'inégalité mondiale et de justice globale dans un ouvrage qui s'intitule « Pour une planète équitable, l'urgence d'une justice globale ». Vous voyez tout de suite les liens avec la charte des valeurs de notre université. L'approche sociologique développée par Marie Durubella possède deux qualités remarquables à mes yeux. Tout d'abord, Marie Duru, à la différence d'autres sociologues de l'école dont la lecture est parfois désespérante, n'a jamais borné son analyse à une critique de l'existant. Elle a toujours inscrit sa sociologie dans une perspective de changement et d'engagement sociétal. Ensuite, Marie Durubella a très intelligemment conjugué les apports de différentes disciplines, la sociologie bien entendu, l'économie, la psychologie sociale, les sciences de l'éducation, pour enrichir la perspective, comme elle en témoigne elle-même dans ces quelques lignes qu'elle m'a chargée de vous adresser en son absence pour raison de santé. J'ai appris avec beaucoup d'émotion ma nomination comme docteur honoris causa de votre université, parce que c'est toujours un grand honneur, mais aussi parce que j'ai une vraie dette scientifique envers les collègues spécialistes de l'éducation de l'Université de Liège, qui ont été particulièrement éclairants pour moi lors de mes débuts comme enseignante-chercheuse en éducation. Je pense en particulier aux apports de la pédagogie expérimentale développée par Gilbert de Lancer, un de nos famous scholars, et diffusée par Dominique Lafontaine et Marcel Craet dans leur ouvrage « L'art et la science de l'enseignement ». Après ce petit hommage surprise pour nous qu'elle nous rendait, nous sommes encore plus heureux de compter Marie Durubella parmi les docteurs honoris causa de notre université. J'invite maintenant Madame Arda de HEC École de Gestion de nous présenter Monsieur Laporte. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui Gilbert Laporte, professeur titulaire à HEC Montréal et également titulaire de la chaire de recherche du Canada en distributique. Gilbert Laporte a consacré sa vie à la recherche de méthodes efficaces pour la résolution des problèmes d'optimisation combinatoire. Il a écrit ou coécrit 19 livres et plus de 500 articles scientifiques, principalement dans les domaines du routage des véhicules, de la localisation et de la création d'horaires. Selon le classement de Google Scholar Citations, avec un indice H de 117 pour 53 034 citations, il est au premier rang des chercheurs les plus cités dans les domaines de l'optimisation combinatoire. En 2016, il est arrivé au 947e rang du classement des 1040 chercheurs les plus cités au monde selon leur indice H. Il se mesure ainsi à des chercheurs de renom tels que Sigmund Freud. Certains travaux de Gilbert Laporte ont marqué leur domaine par leur originalité et ont fait école. En 1985, il a été le premier à développer une méthode de type séparation et coupe pour les problèmes de tournée des véhicules. Plus récemment, il a initié un nouvel axe de recherche
en introduisant la prise en compte des critères environnementaux en système de transport et de mobilité. Loin de se cantonner dans des développements théoriques, il a toujours eu le souci d'appliquer son savoir à des situations concrètes et sa démarche est devenue multidisciplinaire au fil du temps. Ses travaux plus récents portent sur une variété de problématiques qui font intervenir l'application de la recherche opérationnelle à des disciplines comme la gestion, la santé publique, la géographie et les sciences régionales. Les problèmes qu'il résout sont très variés et ancrés dans des préoccupations sociales et concrètes, telles le transport des personnes handicapées, les opérations de recouvrement en transport aérien, la confection d'horaires de travail et l'aide humanitaire. Nous sommes très heureux de lui honorer avec le titre de Dr honoris causa de l'Université de Liège aujourd'hui. Nous passons maintenant à la faculté des sciences sociales et j'invite M. Martiniello pour nous présenter M. Vertovec. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un immense honneur et un grand plaisir de présenter Steven Vertovec, même si c'est une tâche ardue de présenter sa carrière en 2 minutes. Né en 1957, Steven Vertovec a étudié l'anthropologie et les études religieuses à l'Université du Colorado et à l'Université de Californie à Santa Barbara. En 2011, Steve Vertovec a reçu une bourse de recherche avancée de 2,5 millions d'euros du Conseil européen de la recherche, ERC, avant de prendre ses fonctions actuelles en tant que directeur fondateur de l'Institut Max Planck pour l'étude de la diversité religieuse et ethnique à Göttingen, en Allemagne. Il était professeur d'anthropologie transnationale à l'université d'Oxford, dont il porte la toge aujourd'hui. Steven Vertovec est un des leaders mondiaux dans le champ interdisciplinaire des études migratoires et ethniques, thématiques d'actualité brûlante un peu partout dans le monde. Il propose constamment des innovations conceptuelles. Il développe des programmes de recherche novateurs en les reliant aux débats disciplinaires de pointe en anthropologie et en sociologie. Steven Vertovec a aussi souvent ouvert de nouvelles voies méthodologiques pour mieux comprendre la complexité des dynamiques migratoires contemporaines et de la complexité sociale dans son ensemble. Les premières contributions scientifiques de Vertovec traitaient du rôle de la religion et des idéologies ethniques dans les mouvements sociaux hindous aux Caraïbes. C'est là qu'il faisait ses premiers travaux de terrain. Par la suite, il a coordonné un important projet international, et c'est là que nous nous sommes connus, dans le cadre du programme de gestion des transformations sociales, MOST, de l'UNESCO. Il a aussi joué un rôle central dans le développement des concepts jumelés de transnationalisme et de diaspora, élargissant ainsi radicalement l'appareil conceptuel des études migratoires et ethniques. Plus récemment, Steven Vertovec a mis au point un nouveau concept, la superdiversité. De nombreux chercheurs dans le champ considèrent ce concept comme un changement paradigmatique fondamental dans l'étude de la complexité sociale. Ce concept a aussi été repris par diverses villes dans le cadre de leur politique de gestion de la diversité, notamment liée aux migrations. Steven Vertovec est un auteur exceptionnellement prolifique. À ce jour, ses publications ont fait l'objet de plus de 22 000 citations, ce qui, dans notre domaine d'études, est tout à fait exceptionnel. Pour toutes ces raisons, nous sommes très fiers d'avoir Steve Vertovec parmi les proches de notre faculté, parmi les proches de notre université.
C'est maintenant la faculté agrobiotech et j'appelle Monsieur Schiffers qui va nous présenter Madame Kalibata. Mesdames, Messieurs, la faculté de Jean Blou Agrobiotech a le grand plaisir de présenter et de vouloir honorer Madame Agnès Kalibata, qui nous vient du Rwanda. Madame Kalibata est d'abord une scientifique avérée qui s'est spécialisée dans la protection des cultures, qui est titulaire d'un doctorat en entomologie de l'Université du Massachusetts. Mais si nous avons voulu l'honorer, c'est surtout parce que c'est une dame, une grande dame, une femme volontaire et engagée qui se bat pour le développement du secteur agricole de son pays, pour la réduction de l'insécurité alimentaire et pour l'amélioration des conditions de vie des petits paysans. Dans sa conférence de vendredi après-midi, Madame Kalibata rappelait les défis immenses qui sont ceux de son pays et de la région de l'Afrique centrale. Madame Kalibata a aujourd'hui plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'agriculture et du développement. Elle a d'abord passé une dizaine d'années en sciences à l'Institut international d'agriculture tropicale et au Kawanda Agriculture Research Institute, le très célèbre CARI. Et les 10 années suivantes, elle a voulu mettre ses connaissances scientifiques au service du développement du secteur agricole du Rwanda. Durant cette période, elle a fortement contribué à améliorer la situation de la sécurité alimentaire au Rwanda. Elle a été ministre de l'Agriculture et à ce titre, elle a développé dans son ministère une capacité tout à fait originale de mise en œuvre de programmes de développement. Elle a réussi à faire passer le budget annuel de son ministère de 10 millions de dollars, par exemple, à 150 millions de dollars par an. Et on sait que la capacité à mettre en œuvre les programmes est souvent une pierre d'achoppement pour le développement. En 4 années, elle a réussi à faire passer le déficit alimentaire de son pays à une nation, donc ce déficit alimentaire chronique, excusez-moi, à une nation qui ne connaît plus aujourd'hui d'insécurité alimentaire. Le Rwanda a réduit la pauvreté de 12% entre 2005 et 2012, c'est son indice mondial de la faim de plus de 50%. Ce résultat, reconnu par tous comme remarquable, lui a valu d'ailleurs le prix Yara, qui a été décerné par Green Revolution. Aujourd'hui, Madame Kalibata est la présidente de l'AGRA, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Et depuis 2006, son association qu'elle préside œuvre à fournir un ensemble de solutions éprouvées aux petits agriculteurs et à des milliers d'entreprises agricoles africaines. AGRA, c'est surtout centré sur la vulgarisation de technologies qui soient adaptées aux petits producteurs, à l'amélioration des canaux de distribution, avec pour objectif la mise à disposition de semences de haute qualité, une meilleure santé des sols, un accès au marché et au crédit, et des organisations paysannes plus fortes. Toutes ces actions sont orientées vers le renforcement de capacités du secteur privé, mais aussi de l'État, en vue de réaliser une modernisation de l'agriculture. En cela, les actions de Mme Kalibata rejoignent les valeurs de Jean Blou Agrobiotech, le développement durable et la défense des plus pauvres sur la planète. Pour toutes ces raisons, nous sommes très honorés d'accueillir Mme Kalibata parmi les docteurs de Jean Blou Agrobiotech et de l'Université de Liège. Merci.
Et pour terminer le tour des facultés, la faculté d'architecture, représentée par M. Allo, pour nous présenter ici M. Santana Quintero. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, connaître son passé pour mieux construire son avenir. Cette maxime résume en quelques mots toute l'implication de Mario Santana Quintero dans le monde de la conservation du patrimoine. Architecte au Venezuela, docteur en Belgique, professeur invité en Allemagne, au Japon, chargé de cours aux États-Unis, professeur en Belgique et au Canada, vous l'aurez compris, Mario Santana est un citoyen du monde, un globe-trotter. Au travers de cette mobilité exceptionnelle, il a développé une expertise internationalement reconnue dans le domaine de la documentation numérique au service de la conservation et de la restauration. Avec pour seuls outils la recherche et l'enseignement, Mario Santana a compris que la connaissance et que l'éducation du plus grand nombre était le meilleur moyen de conscientiser des risques qu'encourent actuellement les monuments et sites remarquables et, par conséquent, de protéger notre patrimoine culturel. À cette fin, il collabore avec de nombreux organismes internationaux, tels l'UNESCO, le World Monument Funds, le Getty Conservation Institute et le Bahrain Authority for Culture and Antiquities, et bien d'autres. Son implication sans faille a conduit en 2017 à son élection en qualité de vice-président de l'ICOMOS, le Conseil international de la conservation des monuments et sites. Cette organisation internationale et non gouvernementale se consacre à la conservation et à la protection des monuments, des ensembles et des sites du patrimoine culturel. Cette nomination n'allège pas son carnet de voyage, à tel point que, suite à sa récente demande de naturalisation canadienne, le gouvernement a repoussé sa décision, faute d'une présence suffisante sur le territoire national. Cher Mario, puisse cet investissement tous nous guider dans cette nécessité de préserver les traces de notre passé pour le partager avec les générations futures. Mesdames et messieurs, la cérémonie arrive tout doucement à son terme, mais je souhaitais, parce que j'ai remarqué la présence de Mme Fatou Diom, qui est finalement la promotion des honoris causa du Dies Natalis, et merci pour votre présence. Et si je ne me trompe pas, vous avez également vous avez reçu les insignes docteur honoris causa de l'Université de Gand également. Voilà, merci. Donc, au terme de cette cérémonie, j'aimerais remercier celles et ceux qui l'ont rendu possible. Il y en a beaucoup. Tout d'abord, Madame Jean-Ancienne Hasbrook, qui cumulait aujourd'hui les casquettes, puisqu'elle assurait à la fois ses missions de secrétaire du conseil académique, de président du conseil du doctorat et officiait également comme maître de cérémonie. On fait des économies où on peut. Bon, en fait, elle n'est pas payée. Alors, je remercie également le service des affaires académiques, le service du protocole, l'administration de la recherche et du développement et plus particulièrement le service des doctorants,
qui va encore être mis à contribution cet après-midi, puisqu'il y a le concours Ma thèse en 180 secondes, et je vous invite tous à y assister. Le service de communication, l'administration des ressources immobilières, bien entendu le personnel des amphithéâtres de l'Europe, Monsieur le vice-recteur à la citoyenneté, aux relations institutionnelles et internationales, ainsi que mon attaché. Et je souhaite évidemment également remercier tout particulièrement Sébastien Parrotte, jeune et brillant chanteur lyrique originaire de Verviers, diplômé également du Conservatoire royal de Liège, notre partenaire au sein du pôle académique Liège-Luxembourg. Sébastien Parrotte fut par ailleurs lauréat du prestigieux concours Reine-Élisabeth en 2011. Ce fut donc un privilège de l'écouter ce matin, accompagné par ce brillant pianiste qui est Johan Dupont, que je remercie également. Je remercie une nouvelle fois nos docteurs honoris causa et nos docteurs avec thèse. Et enfin, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence ce matin. Vous étiez très nombreux. Et je vous convie à prendre ensemble le verre de l'amitié. Merci.